de notre région, et je pense ceux qui sont les plus éloignés de la mer, où il y a énormément de structures touristiques intéressantes. Alors, ce matin, bien évidemment, vous êtes réunis parce que votre filière, à la fois, doit travailler sur les enjeux à venir. Il y a eu une démarche déjà qui a été mise en place il y a quelques temps maintenant, en 2019, qui s'appelait Vogue et Vague, qui a contribué à essayer de rendre accessibles des activités nautisme. Et vraiment, je m'en réjouis. Mais maintenant, nous avons un schéma que nous avons revoté il y a quasiment un an jour pour jour, qui est le schéma régional, qui guide bien évidemment notre action jusqu'en 2028. Et notamment, on a souhaité que le tourisme et les loisirs nautiques, aussi bien maritimes que fluviaux, restent vraiment un axe majeur de notre politique régionale. D'ailleurs, il y a une fiche action comme on a fait, vous savez, on a tout décliné en fiche action, je crois que c'est la 18, qui définit les objectifs pour le territoire, de devenir notamment un territoire d'expérience, et notamment dans le nautisme durable. Et c'est là-dessus, je dirais qu'il faudrait qu'on penche bien évidemment notre réflexion, parce que le tourisme de demain doit prendre en compte cette notion à la fois de préservation de la ressource en eau, c'est un sujet d'actualité. Vous avez vu l'intervention du président de la République il y a encore quelques jours, jeudi dernier, dans les Hautes-Alpes, mais aussi tous les enjeux d'augmentation du coût de l'énergie, les augmentations, toutes les problématiques de recrutement. Tout ça fait qu'on a énormément de challenges à relever. Et c'est pour ça que aussi existe la collectivité des Pays de la Loire. La région s'est fortement investie sur le sujet de l'emploi. Comme vous avez vu, on a mis en place le Big Bang de l'emploi, même si sur certains départements, ça n'a pas été simple du fait du phénomène social que l'on côtoie aujourd'hui. C'est une dynamique qui a été lancée pour les années à venir. Et ça permet aussi de valoriser l'emploi sur notre territoire et toutes les filières, et notamment, bien évidemment, celle du tourisme. Et puis, dans les politiques régionales pour 2023, il y a à lancer un plan eau, d'une certaine façon, en Pays de la Loire. Comme vous le savez, là aussi, c'est fait partie des nécessités, des transitions auxquelles on doit bien évidemment qu'on doit bien évidemment aborder dans les mois à venir. Alors, c'est la raison de l'intitulé de ce webinaire, c'est vers un tourisme et loisirs nautiques plus éco-responsables. Vous me direz, c'est très ambitieux, mais bon, à un moment donné, il faut bien se mettre la barre important. Alors, il y a le plan Destination France qui a été lancé en 2021 où l'État a engagé des moyens pour répondre aux enjeux de transition écologique dans le secteur du tourisme. Notamment, il y a eu la mesure base nautique d'avenir, vous voyez, qui sera le premier point du sommaire des discussions, et puis le dispositif au fil de l'eau pour les transitions écologiques des bases nautiques. Et je crois que c'est Cécile Laval qui vous abordera ce sujet. Et puis Atout France a aussi lancé des AMI, ce qu'on appelle les AMI, c'est-à-dire des appels à manifestation d'intérêt sur cette thématique. Et j'ai vraiment souhaité que la région et puis tous les acteurs du tourisme, donc vous tous, bénéficient de ces dispositifs. Pour nous, c'est vraiment important. Je pense aussi que aujourd'hui, on doit faire des focus sur l'usage des énergies renouvelables, hein, sur le développement des mobilités. Et donc, je crois que Pierre Chabret de l'ADEME et Éric Mathieu de l'agence Solutions Co vous parlera notamment de Smart Energy. C'est intéressant. Puis Brendan Lores, que vous connaissez, vous exposera aussi le nouveau dispositif pour améliorer l'accessibilité touristique. On l'a présenté devant le CRT il y a quelques jours, notamment pour les personnes en situation de handicap aussi, parce que là aussi c'est important. Et puis nous terminerons par un exemple concret d'une démarche RSE en cours qui est menée par la Ligue régionale de voile. Donc voilà un petit peu. Je pense qu'en fin de ce webinaire, Solutions Co vous présentera aussi les nouveaux axes de communication sur le marché France. C'est intéressant que vous puissiez être informé et échanger sur le sujet. Euh, Quelques éléments peut-être sur l'évolution à venir de la communication touristique régionale. Il nous manquait un positionnement fort et différenciant. Et c'est vrai que la crise sanitaire et puis les nouvelles attentes en matière de consommation des clientèles nous a amené à vraiment se réinterroger sur le positionnement de communication de la région et en particulier vis-à-vis des clientèles françaises. Donc là, il y a un travail de création
sur un nouveau positionnement qui a été engagé en fin d'année dernière. Et on va vous informer dès que le nouveau positionnement et la nouvelle identité sont arrêtés définitivement. Et pour nous, c'est aussi un enjeu important. Et puis par ailleurs, dans le nouveau schéma qu'on a voté il y a un an, nous avons décidé aussi que la promotion touristique régionale à venir serait basée sur la mise en valeur d'expériences touristiques sur l'ensemble du territoire régional. Et je pense bien évidemment dans ce domaine expérientiel, comme on dit aujourd'hui, tout ce qui est le nautisme aura bien évidemment sa place. Pour nous, c'est important. Donc voilà un petit peu les objectifs. Euh, Moi, mon sentiment, c'est que on a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Franchement, on a un problème surtout d'unification à la fois d'image et d'action. Et c'est vraiment l'enjeu, là aussi, des réflexions à venir. Il faut qu'on ne soit plus identifié sur notre offre touristique dans la région des Pays de la Loire. Les Bretons et la région Bretagne y arrivent bien. Je vois pas pourquoi nous, on n'y arriverait pas bien. On a, je dirais, dans un domaine un peu parallèle, qui est le ski, on arrive à faire une offre, je dirais, unifiée, notamment les secteurs de montagne. Et là, on a vraiment un enjeu aussi pour le nautisme en matière de promotion. Donc voilà, donc vos réflexions vont enrichir bien évidemment tous les projets nautiques et notamment dans l'optique éco-responsable, qui n'est pas un simple phénomène de mode, mais comme vous savez, un enjeu essentiel pour les mois et les années à venir. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je tenais à juste être présent à ce moment-là, mais je trouve que c'était important pour vous dire l'importance que justement qu'on consacre à ce domaine. Et vraiment au nom de la présidente de la région, Christelle Morancet, euh, qui, il est vrai, est sartoise, mais très sensible à la fois au tourisme fluvial et au tourisme maritime, qu'on on est très attaché à pouvoir avancer vite sur ces sujets. Je vais peut-être redonner la parole à Didier Baron, s'il le souhaite. Merci Merci Franck. Franck. Merci Je beaucoup sais que en tout vous cas. avez Vous avez une matinée très très chargée, donc chargé, merci donc d'avoir ouais. pu vous connecter quelques instants À la fois pour sportive et ouvrir ce économique. webinaire. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cette initiative. Alors je vais laisser la parole à Didier Callard et je le remercie parce qu'il a préparé la séquence, donc vous le connaissez tous. Et un petit salut aussi à Marilyn qui est à la technique et qui a préparé également le webinaire. Donc je laisse Didier annoncer les intervenants qui vont les différents intervenants qui vont s'enchaîner là. Merci beaucoup Didier. Juste avant de commencer, je vous invite en tout cas à la fois à fermer votre micro et en tout cas sur les temps d'intervention, fermer les caméras pour optimiser la bande passante. Et vous avez en fait à la fois, il y aura des temps d'échange, il y aura 3 temps d'échange en cours de webinaire. Et puis vous pouvez également poser des questions ou des observations dans l'onglet conversation et on pourra y répondre en tout cas dans les temps d'échange ou au fil du webinaire. Pour débuter ce webinaire qui est relativement dense, j'invite Cécile Laval, donc de l'École nationale de voile et des sports nautiques, à nous présenter le dispositif Base nautique d'avenir qui a été déployé dans le cadre du plan Destination France et qui vous permettra de disposer de beaucoup d'informations dans le cadre de projets de développement d'éco-responsabilité dans le nautisme. Cécile, vous êtes connectée? Oui, vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Oui, bonjour. Donc Cécile Laval, je suis chargée de mission base nautique d'avenir à l'École nationale de voile et des sports nautiques. Et à notre niveau, nous faisons l'assistance technique auprès du CEREMA pour la partie base nautique. Donc la mesure base nautique fait partie d'une des mesures du plan Destination France. Qui a été annoncé par le Premier ministre fin 2021 pour consolider la place de la France en tant que première destination touristique durable mondiale. Donc pour relancer l'activité touristique, notamment suite au Covid. Donc elle est pilotée par le ministre en charge du tourisme, dotée de 2 milliards d'euros pour la période 2022-2024. Alors, il y a eu 2 mesures spécifiques, enfin, une mesure qui s'appelle en fait un port de plaisance et base nautique d'avenir, donc avec une enveloppe de 30 millions d'euros. Et chacune de ces, enfin voilà, il y a eu 2 opérations et chacune de ces opérations a
2 dispositifs d'aide qui ont été déployés, des dispositifs au fil de l'eau pour accélérer la transition écologique et des dispositifs d'appel à projets exemplaires. Marilyn? Oui, vous pouvez passer. Donc, pour vous expliquer un peu plus la mesure base nautique d'avenir, donc c'est 10 millions d'euros disponibles en métropole et en outre-mer, hein, donc c'est 10 millions qui sont mis à disposition par un secrétariat d'État chargé de la mer. Sur la période 2022-2024, je le disais, et qui concerne également les bases nautiques en eau intérieure. Tous les sports nautiques sont concernés, ainsi que le char à voile. L'objectif de cette mesure, c'est de promouvoir la mise en place de démarches de gestion durable des bases nautiques et contribuer à leur verdissement et leur modernisation. Donc là, on est vraiment dans les objectifs du plan Destination France, à savoir accélérer la modernisation des activités touristiques du secteur du nautisme, encourager les actions liées à la transition écologique et à l'adaptation au changement climatique, accompagner les investissements d'infrastructures des bases nautiques en appui à leur stratégie de décarbonation et accompagner le développement d'outils numériques, hein, notamment comme vecteur d'innovation et d'amélioration de qualité d'accueil et de service. Je vais vous présenter le dispositif d'aide au fil de l'eau pour la transition écologique des bases nautiques. Donc, les bénéficiaires, ce sont les propriétaires et les gestionnaires de bases nautiques, mais également les collectivités territoriales, associations ou fédérations hein, qui peuvent porter des actions collectives au bénéfice des bases nautiques, ainsi que les collectivités sièges de la base nautique et les gestionnaires d'aires protégées. Il peut être envisagé des groupements, donc il faudra choisir dans ce cas-là un chef de file. Les bases nautiques éligibles sont oui, merci. Les bases nautiques éligibles sont les établissements d'activités physiques et sportives qui proposent une activité sportive nautique qui est encadrée par des professionnels qualifiés sur au moins 6 mois de l'année pour une diversité de publics. On est dans le développement d'un tourisme 4 saisons. C'est bon, merci. Ce dispositif, hein, donc on est sur des montants de subvention par dossier minimum de 8 000 euros, avec un montant maximum de subvention à 100 000 euros. Vous pouvez déposer plusieurs actions dans un dossier et le montant maximum par base nautique sur l'ensemble de la période est de 200 000 euros. Vous devez engager vos études et travaux 1 an maximum après la signature de la convention et les dernières factures peuvent être transmises au plus tard le 15 octobre 2024. Donc, chaque activité éligible a un taux de subvention différent qui varie entre 30 et 60%, sachant qu'il y a un taux bonifié de 10% pour les actions collectives. Et donc, je précise ici hein, que cette subvention peut se cumuler avec d'autres aides, donc notamment des aides régionales ou départementales, ou des autres aides d'État, hein, comme l'Agence nationale du sport, par exemple, sachant que le taux maximum d'aide publique est de 80%. Merci, vous pouvez passer. Alors, je vais aller très rapidement sur les actions éligibles. Vous trouverez toutes les infos hein, sur ces actions éligibles sur notre site internet. Donc, nous finançons des actions sur la lutte contre la pollution des eaux, l'utilisation plus économe de l'eau, la production d'énergie à partir de sources renouvelables, des actions en lien avec la préservation de la biodiversité. Également, cette année, nous avons une ligne sur la décarbonation des navires d'encadrement. Également, la collecte et l'optimisation du réemploi des déchets, des équipements favorisant la pratique des mobilités actives, une ligne management durable et RSE, donc j'ai vu qu'on en parlait après, transition numérique et lutte contre la pénibilité du travail dans les nautiques, hein, notamment tout ce qui est en lien avec les manutentions. Merci. Donc voilà, ça c'était pour le fil de l'eau. Et donc je vous présente très rapidement l'appel à projet base nautique exemplaire, hein, où là il faut déposer un dossier avant le 15 mai, donc on récolte des projets qui sont déjà mûrs. Les bénéficiaires de cette aide sont les propriétaires et les gestionnaires de bases nautiques.
Cette aide concerne des projets d'un montant minimum de 300 000 euros en métropole, voilà pour ce qui nous concerne, et le montant maximum de subvention est de 800 000 euros par projet. Sachant que le taux de subvention est de 30%, auquel s'ajoute une bonification de 30%, donc pour atteindre 60% pour les projets, disons, ambitieux du point de vue environnemental. Donc, c'est un dossier maximum par base nautique et donc pareil, hein, ces aides sont cumulables avec d'autres aides publiques. Je précise bien ici que il faut respecter le calendrier de la mesure et une transmission d'une dernière facture avant fin 2025. Merci, vous pouvez passer. Je pense que ce qui est intéressant ici, hein, c'est de vous présenter quelques projets qui ont été financés en 2022. Donc, cette carte n'est pas tout à fait à jour, mais je vous invite à aller voir sur le site du CEREMA. On a une carte avec des petites fiches projets qui vous présentent ce qu'on finance. Donc ici, par exemple, pour un wake park hein, dans le Finistère, on a financé un récupérateur d'eau de pluie et des panneaux solaires, donc avec un montant de subvention à 13 600 euros. À l'île de la Réunion, nous avons financé des équipements pour limiter la pénibilité au travail, à savoir une potence électrique et un engin de manutention. 31 000 euros, donc sur la pénibilité, on est à un taux de subvention à 60%. On a travaillé également avec la Ligue de voile Auvergne-Rhône-Alpes pour l'acquisition de bouées GPS robotisées hein, donc pour éviter d'impacter les fonds lors des événements notamment. Donc ces bouées sont mutualisées hein, pour plusieurs clubs de la région. Et enfin, avec la Ligue de voile Nouvelle-Aquitaine, nous finançons un diagnostic pour analyser le besoin de gestion des déchets et installer une signalétique dans tous les clubs affiliés à la Ligue, pour un montant de subvention de 44 000 euros. Donc voilà, on est sur des actions qui sont assez variées. Donc comme vous le voyez, hein, il peut y avoir plusieurs actions pour une même base nautique. Ici, je vous présente un lauréat de l'appel à projet base nautique exemplaire. Donc c'est une base nautique qui est située dans les Pyrénées et qui a construit une base de sport d'eau vive éco-responsable qui a reçu une subvention de 200 000 euros. Donc on est sur un bâtiment neuf hein, qui est éco-construit avec un accès PMR et donc on est sur un bâtiment en bois avec une isolation intérieure avec du textile recyclé, de la laine de bois. Donc voilà, il y a une expérimentation de techniques de cailloux roulés pour limiter l'artificialisation du sol, installation de récupérateurs d'eau de pluie, de panneaux photovoltaïques. Voilà, on est sur des projets, disons, exemplaires d'un point de vue environnemental et qui se veulent innovants. Et notre ambition aussi, hein, c'est de pouvoir avoir des retours d'expérience et de pouvoir capitaliser hein, sur ces projets qu'on finance pour accompagner les bases nautiques dans leur transition écologique. Donc, juste cette dernière slide hein, pour vous préciser que toutes les informations sont disponibles sur le site du CEREMA. Il y a notamment un replay du webinaire pour indiquer la marche à suivre hein, pour le dépôt des dossiers. Et donc, pour le fil de l'eau, vous pouvez déposer des dossiers avant le 30 juin, sachant que la plateforme sera réouverte, mais peut-être avec d'autres règles. Et donc, l'appel à projet avant le 15 mai 2023. Je vous ai mis également hein, le site internet Port de Plaisance d'Avenir et les contacts. Voilà, donc je vous laisse poser vos questions. Didier, vous n'avez pas votre micro? Il y a une question dans le fil d'actualité sur le port de Plaisance d'Avenir. Est-ce qu'il a ambition de briller le label port propre qui certifie le caractère durable des installations de gestion des activités sur les quais? Oui, tout à fait. Hein. Donc, c'est un dispositif qui a été travaillé en amont, notamment avec la Fédération française des ports de plaisance, et qui a pour objectif hein, d'accompagner les ports dans l'obtention du label. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main ou prendre directement la parole, si vous le souhaitez.
poser des questions sur des projets que vous pourriez avoir en cours ou à venir. Quelqu'un veut intervenir? Peut-être moi, donc Pierre Chabret de l'ADEME. Oui. Vous évoquiez des soutiens à des démarches d'adaptation au changement climatique des bases nautiques. Est-ce que c'est une ligne qui est sollicitée? Et si elle est sollicitée, qu'est-ce qui est en cours de financement et de mise en place? C'est plutôt des études, c'est plutôt des investissements, c'est plutôt... Alors, par exemple, alors on est davantage sur des gros projets qui sollicitent cette ligne puisqu'on n'a pas vraiment de financement sur le fil de l'eau à ce sujet, hormis peut-être la désimperméabilisation. Bon, par exemple, on a un gros projet qui est en cours de construction pour la relocalisation d'une base nautique, la destruction de l'ancien site avec une renaturation. Donc ça, c'est des sujets qui apparaissent de temps en temps. Effectivement, il y a des études préalables qui peuvent être financées. On a un autre projet sur l'île de Ré pour, pareil, la renaturation. Donc, on essaye de travailler avec le GIP Littoral et l'ONF pour le choix des essences. Voilà, donc ça va plutôt être ça, la partie adaptation au changement climatique, ça va être en termes d'érosion et de montée de niveau des eaux. Ok, merci beaucoup. Alors là, il y a une question également de Loire Odyssée. Un bateau passager, 75 passagers, sur la Loire avec une motorisation électrique, pourrait-il intégrer le dispositif? Alors, non, nous, on finance que les navires d'encadrement. On est sur le sport. Donc, on est sur la pratique sportive avec un encadrement professionnel 6 mois par an. D'accord. Juste pour répondre à Loire Odyssée, tout à l'heure, on aura l'intervention d'Éric Mathieu qui pourra probablement apporter des éléments de réponse à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on enchaîne avec Gwendal. Je t'invite éventuellement à prendre la parole. Oui, une petite question. Vous avez évoqué le fait qu'au fil de l'eau, le questionnaire ou les règles vont évoluer. Elles vont évoluer dans quel sens? Parce que on a commencé à remplir un dossier, mais quelques actions sont pas éligibles, je pense, à l'amélioration thermique, des choses comme ça, parce que c'est très ciblé sur l'eau et le renouvelable en autoconsommation. Oui, donc je ne peux pas vous dire pour l'instant exactement ce qui va être décidé par le comité de pilotage. L'idée, c'est pas de fermer des actions, mais d'en ouvrir plus. Mais pour l'instant, on n'a pas acté et on a bien conscient qu'il y a des gros enjeux d'isolation. Mais voilà, après, il faut qu'on ait l'enveloppe nécessaire aussi pour partir sur ce type d'investissement. D'accord, et donc c'est post-juin, en fait, ça rouvrira. Ça ouvrira dans la foulée en juillet. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous invite, on va poursuivre puisqu'on a un timing relativement serré et puis il y a des questions qui seront amenées à être répondues dans des interventions à venir. Peut-être Pierre Chabret, je t'invite éventuellement à prendre la parole pour nous présenter les dispositifs ou quelques dispositifs de l'ADEME qui peuvent accompagner l'intégration des énergies renouvelables dans des projets de modernisation d'infrastructures. Donc merci. Tout à fait. Pierre. Je t'en prie. Bonjour à tous et à toutes. Ouais, effectivement, le nom de l'intervention est peut-être un petit peu large. On ne va pas parler de l'usage, mais plutôt de la façon dont l'ADEME pourrait vous accompagner dans les énergies renouvelables. Si vous passez à la slide suivante, vous voyez rapidement, mais ça sera pour les curieux, voir ce qu'est l'ADEME. Donc, c'est l'Agence de la transition écologique. Pour que vous placiez, on est... Donc moi je représente la direction régionale de l'ADEME, je suis en charge des questions de tourisme et on est 20 ou 25 donc à Nantes pour les Pays de la Loire. Je vais évoquer ce matin principalement un dispositif et en tout je vais en effleurer 3. Et donc si on passe à la slide suivante, le principal que je voulais évoquer avec vous et qui répond peut-être à une des questions qui étaient posées juste avant, c'est les soutiens que l'on va pouvoir apporter au titre de la chaleur renouvelable, des énergies renouvelables.
Je ne sais pas à quel point j'enfonce une porte ouverte ou pas, mais il y a schématiquement deux voies dans les énergies renouvelables, les ENR électriques et les ENR thermiques. L'ADEME se positionne dans l'accompagnement et le développement des ENR thermiques. On a depuis 15 ans un fonds chaleur qui est concrètement présenté sur cette slide et qui va vous permettre d'être accompagné à tous les stades de votre projet à partir du moment où vous auriez une idée et jusqu'à sa concrétisation. Donc l'offre qui est aujourd'hui portée et qui vous permet d'avoir des soutiens à la production de chaleur renouvelable, elle est concrètement portée par le réseau des énergies renouvelables des Pays de la Loire. C'est un réseau qui est porté par l'ADEME Pays de la Loire et le Conseil régional, et il va vous accompagner aux différentes étapes de votre projet selon différentes modalités. Il va y avoir une première étape où vous commencez à avoir une idée de vous dire que c'est pertinent d'installer une production de chaleur renouvelable dans la base nautique, que ce soit pour de la chaleur ou de l'eau chaude. Et donc, vous allez pouvoir contacter un des partenaires du réseau des énergies renouvelables et cette personne viendra faire une note d'opportunité, viendra chez vous et fera une note d'opportunité pour vous dire si c'est pertinent ou pas d'aller un peu plus loin, que ce soit sur le bois énergie, la géothermie ou le solaire thermique. La deuxième étape, si cette note d'opportunité présente qu'il y ait une opportunité à développer un projet d'ENR, c'est potentiellement de mettre en place une étude de faisabilité technique, c'est-à-dire de savoir exactement quelle est la puissance dont vous avez besoin, où vous allez placer cette chaudière, comment vous allez vous organiser pour amener par exemple le bois dans cette chaudière, etc., etc., qui vous permet de savoir où vous allez et combien tout ça va vous coûter. Et donc l'étape d'après, c'est le financement par l'ADEME alors je viens de le dire, je ne sais plus si je l'ai dit, mais l'étude est financée jusqu'à 70% du montant de l'étude. Et ensuite, on passe du côté des aides au financement des investissements, c'est-à-dire que concrètement, on vous soutient financièrement à la mise en place de la chaudière bois, des panneaux solaires thermiques, éventuellement des réseaux techniques qui vous permettent de chauffer les différents bâtiments de votre base nautique. Vous trouverez dans les slides qui vous seront, j'imagine, mis à disposition, des petites vidéos là sur la droite. Et effectivement, en passant à la slide suivante, vous saurez en fonction de là où vous êtes, quels sont vos contacts, donc les personnes vers qui vous devez vous tourner pour avoir d'abord la note d'opportunité gratuite et deuxièmement, c'est ces personnes-là qui vous accompagneront si vous allez un petit peu plus loin, donc si vous faites l'étude ou si vous investissez. Voilà. Donc eux, ils sont là eux et elles sont là pour vous accompagner dans ce cheminement depuis le petit début de l'idée jusqu'à la mise en place de l'investissement et la production de la chaleur renouvelable. Voilà, j'ai conscience que j'ai déjà mangé pas mal de mon temps, mais les autres dispositifs, je vais passer plus rapidement dessus. Donc là, vous avez une carte de ce qui a pu être soutenu, pas spécifiquement sur les acteurs du tourisme ou les acteurs du nautisme, mais d'une façon générale, vous voyez qu'on peut soutenir un peu partout pas mal d'installations. Si on continue la slide suivante, l'autre dispositif dont je vous donne l'information, mais qui est peut-être pas hyper pertinente pour vous, c'est dans le cadre de France Relance et de Destination France. L'ADEME est aussi gestionnaire d'un fonds qui s'appelle le Fonds Tourisme Durable et qui va soutenir les hébergements, les restaurants, et les hébergements touristiques. On associe un diagnostic technique à l'aide financière. On a un minimum d'aide à 5 000 €. Là où il est potentiellement peu intéressant pour vous, c'est qu'il faut avoir le bon code NAF. Il faut avoir un code NAF, grosso modo, hébergement touristique. Et je ne suis pas sûr que ça soit le cas de la majorité des participants aujourd'hui. D'où le fait que je passe vite et que je vous propose qu'on passe à la slide d'après. Vous aurez comme support, dans le support, les lignes éligibles, si vous êtes éligible notamment par votre code NAF. Mais on peut passer rapidement et je répondrai à vos questions si vous en avez. Il doit y avoir 2 slides avec des exemples ensuite, donc un camping et voilà, passons aussi, mais vous voyez qu'on est, sur des échelles de financement à peu près équivalentes à base nautique, donc des aides qui ne sont pas
qui soutiennent des projets en moyenne à 20 000 € d'aide publique. Et là, sur cette slide-là, vous avez de la même manière que vous aviez les contacts pour le réseau des énergies renouvelables des Pays de la Loire. Si vous avez le bon code NAF ou que ça vous intéresse ou que vous voulez plus d'infos, vous avez les partenaires avec qui l'ADEME est associé et vers qui, enfin, ça sera eux et elles qui réaliseront les diagnostics techniques dans le cadre du Fonds Tourisme Durable. Si on va à la slide suivante, là c'est le site internet, encore une fois, toutes les aides de l'ADEME transitent et sont présentées sur ce site-là. Donc si à un moment ou à un autre vous vous dites qu'est-ce que fait l'ADEME, comment il pourrait nous accompagner, où est-ce que je peux avoir l'info, au-delà d'avoir mon contact maintenant, vous savez que vous pouvez aller voir ce qui se passe sur agirpourlatransition.adem.fr. Accessoirement, c'est pas fou de me téléphoner quand vous rentrez dans un dispositif, parce qu'on peut en parler facilement ensemble et c'est peut-être plus facile d'en parler au téléphone que de lire les conditions d'éligibilité des documents juridiques. Si on continue, là encore une fois, c'est un dispositif qui, pour les petites entreprises, vous permettrait si vous voulez, de vous questionner sur le processus et le service que vous mettez en place sur vos bases nautiques. Et l'objectif, c'est d'analyser tout le process, tout le bâtiment. Ce n'est pas un audit énergétique du bâtiment, hein, mais c'est plutôt que des gens viendront chez vous pour analyser le volet énergie, consommation de matière, production de déchets et consommation d'eau. Là, voilà, on a différentes étapes qui vous permettraient de commencer à structurer une démarche de réduction de votre consommation matière, grosso modo. Je crois que j'évoque un dernier dispositif, mais là, encore une fois, pardon si j'enfonce une porte ouverte, n'hésitez pas, lorsque il n'y a pas de dispositif d'aide à disposition, d'aide publique en tout cas, à disposition, n'hésitez pas à aller voir du côté des certificats d'économie d'énergie. Ça vous permet de réduire la facture des projets que vous voulez mettre en place. Ce qui va être intéressant sur cette slide, il y a 2-3 choses. Le comparateur EnerPro, donc ça c'est un comparateur de prime énergie, et peut-être pour aller plus loin, le guide des C2E à destination des entreprises. Donc là c'est un guide qui vous présentera beaucoup plus dans le détail que ce que je ne suis en train de faire, les C2E que vous pouvez mobiliser. Voilà. J'ai laissé 2 minutes peut-être pour des questions. Ouais, merci Pierre. On va peut-être enchaîner avec les 2 interventions à suivre et on se prend un temps d'échange sur à la fois ton intervention, l'intervention d'Eric et celle de Brendan pour concentrer il y a quelques éléments de réponse dans le fil d'actualité qui seront apportés par les interventions à venir. Donc j'invite donc Eric à nous pour ce qui va répondre à quelques interrogations de Loire Odyssée et également de Monsieur Bernard Henry. Va nous présenter en tout cas le dispositif porté par Smart Energy et qui peut contribuer justement à accompagner des gestionnaires de location de bateaux, des bateaux promenades ou des bateaux d'accompagnement de vos stagiaires dans les centres nautiques à engager en tout cas des démarches de propulsion plus éco-responsables. Donc Eric, je t'invite éventuellement à intervenir. Merci Didier. Ouais, merci. Donc bonjour à tous, Éric Mathieu, je suis en charge des Smart Energy. Si on peut passer la première slide, simplement pour reprendre une source qui est celle de l'association Negawatt. Les Smart Energy, ça va être l'articulation entre la production et la consommation d'énergie, en bien sûr associant les énergies renouvelables qui ont été présentées par Pierre précédemment. Donc, on doit être déjà sur un registre de la sobriété, et ça peut concerner vos centres et vos bases nautiques, hein, être sobre dans les éclairages, etc., dans la réduction des consommations, puisque la meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne consomme pas. Sur le sujet de l'efficacité, on creusera un petit peu plus le sujet de la mobilité, hein, pour réduire un petit peu les quantités d'énergie nécessaires à la satisfaction d'un même besoin, et puis d'utiliser bien sûr des énergies vertes et plus éco-responsables, et là, on touche le domaine des énergies renouvelables. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour le domaine de la mobilité. Alors, c'est vrai que vous êtes plutôt au fait de la mobilité durable sur son approche très terrestre. Cette mobilité, alors j'avais une petite animation à gauche, mais je vois qu'elle ne fonctionne pas. On doit être en PDF et peut-être pas en PowerPoint, mais ce n'est pas grave. On parle de carburants alternatifs
possibles sur les mobilités terrestres, et on parle même de carburants synthétiques, puisque vous l'avez peut-être entendu, l'Allemagne souhaite privilégier ces carburants pour garder un peu de motorisation thermique à l'échéance de 2035. Les mobilités électriques, vous en avez tous entendu parler à titre privé ou professionnel sur les voies terrestres. On parle aussi des mobilités à partir de biogaz et de plus en plus de mobilité hydrogène, plutôt pour des véhicules lourds. Tout ça, je vous le dis parce que sur la mobilité de véhicules, eh bien, vous avez des pratiquants qui viennent rejoindre vos centres, vos bases nautiques, vos structures portuaires et qui cherchent de plus en plus des bornes de recharge pour leurs véhicules. Donc, on a une approche aujourd'hui sur ce domaine-là et qui est investiguée et promue et avec une promotion assez forte par un dispositif qui est sur la slide suivante, qui peut vous accompagner sur ces démarches-là, qui est l'AVER Ouest. Alors, l'AVER Ouest est une association nationale qui a une représentation, l'AVER est une association nationale qui a une représentation sur la Bretagne et les Pays de la Loire et qui accompagne les mobilités électriques, notamment avec la promotion d'un dispositif qui s'appelle Advenir, qui permet de financer des formations, de l'acculturation de certains publics à l'usage des mobilités électriques, mais qui promeut aussi des soutiens financiers à l'installation de bornes de recharge électrique. Alors, sur cette slide-là, vous voyez que des exemples de mobilité terrestre, mais dans une prochaine, un peu plus loin tout à l'heure, nous verrons que le programme Advenir finance aussi maintenant l'installation de bornes de recharge pour des navires électriques. Donc, retenez l'AVER Ouest. Ils sont en capacité de vous soutenir financièrement pour des bornes de recharge sur vos infrastructures, sur vos sites d'accueil, sur vos centres et bases nautiques pour accueillir les pratiquants de vos activités qui viendraient aujourd'hui en mobilité électrique véhicule. Sur la slide suivante, simplement pour illustrer, et je ne vais pas vous la commenter plus que ça, c'est un petit peu la croissance exponentielle aujourd'hui du parc de véhicules électriques et du parc hybride rechargeable, puisqu'on attend plus de 17 millions de véhicules d'ici 2035. Donc, le tourisme va être de toute façon impacté par ce type de mobilité et les structures d'accueil et d'activités touristiques ou d'activités sportives devront se doter aujourd'hui d'équipements de recharge permettant de satisfaire cette clientèle. Si on passe sur la slide suivante, le passage de la mobilité terrestre aujourd'hui à la mobilité, je dirais, plutôt aquatique, touche principalement en premier lieu aujourd'hui la mobilité fluviale. Normalement, j'ai une petite fumée là qui s'anime à droite, mais tout ça pour vous dire que quand vous faites, et vous l'avez peut-être pratiqué, hein, du tourisme fluvial, que vous vous retrouvez comme sur l'image d'ici à 3 bateaux par 7 ou 8 mètres de fond au fin fond d'une écluse en train de se vider et de se remplir, et que vous êtes obligé de garder votre moteur thermique diesel allumé et que vous y passez près de 7 à 8 minutes, je peux vous dire que vous suffoquez pas mal. Et donc aujourd'hui, les opérateurs, je dirais, de la mobilité fluviale et notamment les chantiers navals réfléchissent de plus en plus à verdir leur flotte de véhicules. C'est des choses qu'entreprennent déjà pas mal de pays nordiques et notamment la Hollande qui verra bientôt l'interdiction de moteurs thermiques sur ses voies navigables. Et on a cette orientation aussi en France. On parlait de certificat d'énergie, là il y a une petite coquille, hein, ce n'est pas certification. Il existe aujourd'hui un certificat d'économie d'énergie permettant la remotorisation de bateaux fluviaux thermiques à l'électrique. On a un obligé sur ces certificats d'économie d'énergie en Pays de la Loire qui a un regard bienveillant sur des projets que vous pourriez lui apporter, qui est EDF, qui en l'occurrence peut réfléchir avec vous à la possibilité de remotoriser une embarcation fluviale thermique en moteur électrique. Pour l'exemple, si on passe sur la slide suivante, on a une expérimentation fluviale maintenant alsacienne assez ancienne qui date de 2018 et qui est à l'initiative des voies navigables de France. J'ai vu passer tout à l'heure dans le chat les voies navigables de France qui étaient évoquées. Nous avons le constructeur Nichols qui est connu, qui se trouve à Cholet, qui a été racheté au mois de décembre dernier par Locaboat, qui met maintenant en fabrication et qui conçoit des pénichettes de 6 à 8 couchettes, 100% électriques, donc propulsion silencieuse, respectueuse de l'environnement, rapide, avec une autonomie quand même de 8 heures de navigation,
Une recharge qui peut s'effectuer en 2 heures sur des bornes de recharge rapide comme celle que vous voyez ici sur l'image. Ce que je vous présente là est tout à fait reproductible sur des bases nautiques. Là, on a une borne de recharge multifonction qui fournit à la fois de l'électricité pour l'éclairage du bateau quand on est en stationnement, qui fournit une prise de charge puissante pour recharger les batteries, qui propose une interface par écran tactile, multilingue, avec un mode de paiement par carte bancaire et qui associe dans certains cas aussi une prise d'eau. Donc vous pouvez avoir des bornes maintenant un petit peu de ce type-là qui existent et qui sont multimodales, multifonctionnalités. On réfléchit avec Rivière de l'Ouest à la possibilité sur leur prochain schéma directeur de voir si une expérimentation un peu du style de celle qui a été réalisée en Alsace pourrait être réalisée sur nos voies fluviales de la Sarthe, de la Mayenne et de la Maine. Si on passe maintenant au domaine plutôt marin, sur la slide suivante, ben, on a une approche des mobilités, je dirais, durables, qui touche aussi le domaine de la plaisance et à la fois, je dirais, technique aussi. Vous avez un opérateur, pour l'exemple, à gauche, qui est Naviwatt, hein, qui est dans le Morbihan, qui équipe soit en motorisation électrique des bateaux techniques ou d'administration de capitainerie, ou qui peut faire aussi de la remotorisation d'une barque catalane qui navigue à Banyuls, comme vous le voyez un petit peu sur cette photo. Donc on est en capacité de faire de la remotorisation de bateaux plus ou moins anciens, avec des solutions full électriques ou bien hybrides. Alors hybride avec éventuellement un groupe électrogène qui viendrait suppléer un manque de batterie, toujours pour une motricité purement électrique, ou bien de l'hybride parallèle comme on trouve sur nos véhicules, à savoir un moteur thermique qui est conservé dans le navire, auquel s'adjoint une motricité électrique. Alors sur un plan un peu plus ludique, hein, vous avez ici sur Néocéan, qui est une société qui se trouve à Sète dans l'Hérault, le développement aujourd'hui de catamarans électriques. Alors soit pour un usage, je dirais, plutôt ludique, soit sur un usage un peu plus technique comme le véhicule, comme le bateau de droite, qui est un catamaran aussi pour des activités plutôt techniques et administratives portuaires. Vous avez Takuma dans le Var en bas qui propose même un drone électrique pour pouvoir tirer sa planche de foil électrique, hein, ou bien directement une planche foil entièrement électrique avec un peu plus de 45 minutes d'autonomie. Sans parler maintenant de fabricants comme Zodiac qui mettent aussi au catalogue des bateaux électriques, ou Ruban Bleu que vous connaissez peut-être aussi qui offre des solutions de motorisation électrique sur l'eau. Ces éléments-là, aujourd'hui, vont dans le sens d'un appel à projet qui existe, qui est à devenir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut avoir à l'esprit à l'Haverwest qui promeut ce dispositif. C'est un appel à projet, alors qui cette année s'est arrêté au 30 mars, mais ne vous inquiétez pas, il sera réitéré l'année prochaine, qui finance des bornes de recharge destinées aux bateaux électriques. Alors, soit des bornes de recharge pour des bateaux, je dirais, de flotte privée. Vous pouvez avoir des bateaux en location et vous avez un quai qui vous est destiné et vous installez des bornes de recharge, ou bien une collectivité souhaite doter une partie de son patrimoine d'accostage de bornes de recharge pour tout public venant en navire électrique. Sur la slide suivante, on vous donne quelques idées du soutien qui est opéré. Vous avez ces mêmes soutiens d'ailleurs à peu près équivalents pour des bornes de recharge de véhicules électriques que vous souhaiteriez éventuellement installer dans vos infrastructures. Mais là, pour ce qui concerne des bateaux, vous avez une prise en charge de 50% avec un plafond de 960 € pour des points de recharge concernant des flottes d'entreprises privées, de véhicules, de bateaux privés, ou bien si vous êtes sur des bornes de recharge ouvertes à tout public, vous avez un soutien aussi assez important, plafonné à 50% en fonction de la puissance de charge du bateau. À ceci s'adosse aussi une surprime qui n'est pas présentée sur cette slide, c'est une prime au raccordement, puisque vous êtes peut-être amené sur le quai à tirer un câble d'une certaine puissance et d'une certaine longueur. Si ce coût de raccordement est supérieur à 3 000 € hors taxe, vous avez une possibilité d'avoir un soutien plafonné à 50% de l'investissement de ce raccordement, plafonné à 10 000 €. Donc, vous avez une solution à la fois sur le raccordement et une solution sur l'installation de prise de recharge. Donc, j'en doute pas
qui commence à se dessiner autour du fluvial électrique va tourner aussi vers le fluvial maritime et les sports de loisirs motorisés, dans un souci d'un développement plus éco-responsable, en utilisant un petit peu moins de produits pétroliers et en offrant un confort tout à fait satisfaisant pour ces différentes activités. Voilà. Je vous remercie. Je reste à votre disposition pour les questions que vous auriez. Il y avait 2 questions en fait. Une question, est-ce que les bateaux à passagers peuvent bénéficier de ce dispositif par rapport à de la motorisation électrique? C'est une première question. Et puis, dans le même style, les bateaux promenades peuvent-ils être subventionnés pour l'installation de prises? Est-ce que c'est à la fois les locations de bateaux habitables sans permis et également les bateaux promenades peuvent bénéficier de ces dispositifs-là? Alors pour les bateaux de transport de passagers, on peut bénéficier déjà de la remotorisation du navire à travers des certificats d'économie d'énergie. On le voit pour certaines structures comme celle des bateaux-mouches, par exemple, à Paris, hein, qui se préparent pour 2024, les Jeux Olympiques. Il y a une forte mobilisation, je dirais, du parc fluvial de la Seine sur des motorisations électriques, donc que ce soit du transport de personnes ou du transport de loisirs, on peut bénéficier du certificat d'économie d'énergie. En ce qui concerne le programme Advenir des bandes de recharge, oui, il peut toucher le fluvial comme le marin, je dirais, le nautique, pour avoir effectivement de la borne individuelle ou de la borne multiple si c'est sur des bornes publiques. Une question qui va dans ce sens-là, les bornes de recharge sont utilisables aussi pour les vélos électriques? Donc Oui. la borne multi-usage. Oui, tout à fait. La borne multi-usage a une borne a une prise de faible puissance, qui peut servir aussi à recharger un vélo électrique. Si on est, par exemple, sur une pénichette fluviale et que l'on fait de l'emport avec soi de vélo électrique, on peut profiter de cette borne pour la recharger aussi, oui, pour recharger sa bicyclette. Alors, on peut associer à tout ça, alors c'est un peu, je dirais, rudimentaire, mais on peut associer aussi sur des navires, un petit complément d'électricité renouvelable. Alors bien sûr, c'est pas des surfaces, très importantes de panneaux photovoltaïques, mais on peut avoir sur certaines embarcations, et je crois l'avoir vu pour un bateau de plongée sous-marine à Port-Vendre qui travaille sur le parc marin de Banyuls, parc protégé. Un bateau de 14 mètres de long, de 7 mètres de large, qui emporte une dizaine de plongeurs sous-marins, est équipé d'un vélum photovoltaïque et d'une motorisation électrique. Et pour aller sur un parc, on a besoin effectivement d'avoir un bateau peu polluant, peu silencieux. Et vous avez des appels à projets de plus en plus nombreux en France, comme le parc des Calanques aussi, qui fait un appel à projet pour des motorisations marines électriques, ainsi que la région Aquitaine aussi, qui a lancé un appel à projet qui va se clore à la fin de cet été pour pouvoir verdir un peu les activités nautiques. Merci Eric. Je vous propose qu'on enchaîne puisque le programme est relativement dense. Donc un appel à projet a été lancé récemment par le conseil régional pour accompagner l'accessibilité touristique pour les personnes à mobilité réduite. Donc j'invite Brendan à présenter ce dispositif qui peut être également éligible pour les structures nautiques. Merci Didier, bonjour à toutes et tous. Effectivement, la région vient de lancer le mois dernier un nouvel appel à projet handicap et tourisme qui est ouvert à vos structures. Quels sont les objectifs de cet appel à projet handicap et tourisme? Ils sont très clairs. D'abord, susciter l'émergence de projets inclusifs. Ensuite, soutenir les entreprises touristiques et de loisirs dans leurs investissements relatifs à des acquisitions de matériel adapté à tous les publics. On est vraiment sur un dispositif de soutien aux investissements matériels. Je vais vous l'expliquer plus précisément dans un instant. Et puis enfin, accompagner vos entreprises vers des investissements qui, on l'espère, vous permettront d'augmenter vos flux de visiteurs et vos volumes d'affaires. On a aussi cette ambition évidemment économique à travers ce dispositif. Marilyn, si tu peux passer à la slide suivante, ça serait super, merci beaucoup. Qui sont les bénéficiaires potentiels de cet appel à projet? J'ai envie de vous dire, vous tous qui êtes présents ce matin, les hébergements touristiques classés, en dehors des meublés de tourisme, les sites de visite avec billetterie,
les loueurs de vélos, les centres nautiques, publics ou privés, les centres équestres, les bateaux à passagers également, publics ou privés, les offices de tourisme dès lors qu'ils proposent une activité marchande, je vais y revenir, et puis enfin les bases de loisirs également. Tous les statuts sont acceptés par cet appel à projet, les entreprises, les associations, les collectivités locales qui exploitent un équipement touristique marchand, à savoir avec une billetterie, avec une offre, avec une prestation touristique commercialisée. Et puis, dernière petite précision, nous ne retiendrons qu'un seul dossier par bénéficiaire sur l'ensemble de la période d'existence du dispositif, donc qui est prévu pour durer jusqu'à l'année 2025. Alors, quels sont nos critères d'éligibilité? Ils sont relativement simples puisque l'appel à projet va se focaliser sur des projets qui vont nous présenter un potentiel touristique avéré sur une structure d'offres claire, sur une offre structurée, avec un fonctionnement touristique clairement prévu pour le meilleur accueil des personnes handicapées. Pour nous, il ne s'agit pas simplement de financer du matériel, on veut accompagner effectivement l'investissement sur du matériel, mais pour des structures qui sont parfaitement bien organisées pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les personnes en situation de handicap. Évidemment, nous allons regarder la qualité des investissements qui nous seront présentés, les actions de valorisation, de communication ciblée, les partenariats avec les structures d'accueil de personnes en situation de handicap, la valorisation interne pour les personnels de chaque entreprise de la démarche, et puis évidemment, on va pousser un maximum d'entreprises à s'engager dans la durée sur leur projet. On ne veut pas de feu de paille sur ce dispositif, mais on souhaite accompagner des projets pérennes pour un minimum d'engagement sur le meilleur accueil aux personnes handicapées sur une durée minimale de 3 ans. On sollicitera également de chaque prestataire qui soit réellement ouvert au public touristique, à savoir au moins 6 mois par an et une ouverture pendant les vacances scolaires, avec une possibilité d'exclusion naturellement des vacances de Noël qui sont toujours un peu compliquées sur notre région. Marilyn, merci à toi. Quelle thématique ciblée? Nous allons proposer cet accompagnement pour les créations de nouveaux produits touristiques accessibles, pour l'amélioration également significative des prestations touristiques déjà existantes. On ne va pas s'adresser uniquement aux nouveaux projets, on peut aussi accompagner l'amélioration de prestations qui sont déjà existantes. Et puis enfin, cet appel à projet sera également ouvert à la diversification de l'activité des entreprises qui nous solliciteront pour cet accompagnement. Je passe très rapidement sur les projets et les dépenses inéligibles. Je ne vais pas vous lire tous ces détails, vous aurez tous les documents, mais vous voyez qu'on a une cible plutôt large, en dehors des acquisitions foncières, immobilières, des gros projets d'investissement qui pourraient être traités par ailleurs, qui pourraient être soutenus par ailleurs, et puis en dehors également des projets de dépenses liées uniquement au fonctionnement, les recrutements, les sites internet, les actions de com ne pourront pas être éligibles à ce dispositif. Très concrètement, quels seront les critères de sélection? Eh bien, l'engagement de l'entreprise en faveur des publics handicapés et le projet global de développement de l'entreprise touristique à destination des publics handicapés seront les 2 critères majeurs qui seront appréciés dans notre identification des projets qui seront soutenus. Pour des modalités de soutien financier de la région, qui sont volontairement plutôt incitatifs, puisque vous le voyez, nous proposerons une subvention d'un taux de 40% sur un plancher de dépenses subventionnable qui part volontairement relativement bas. Vous voyez, on est sur un niveau de dépenses minimal de 1 500 €. C'est assez faible en matière de dispositifs financiers. Notre ambition, c'est d'accompagner un maximum de projets, et y compris des petits projets au-dessus de 1 500 €. Donc, à partir de 1 500 €, 2 000 €, voilà, on peut déjà faire des choses très intéressantes pour les personnes en situation de handicap. Et on n'a pas voulu fixer de plancher de dépenses à 50 000 € qui aurait été assez contraignant pour beaucoup d'opérateurs. Et on pourrait avoir un niveau de subvention maximal de 5 000 € sur ce dispositif.
Le dispositif est déjà en ligne sur notre site internet. On vous a présenté en bas de cette page le lien vers la page web de notre site internet régional qui vous présente à la fois le règlement d'intervention complet de ce dispositif et le portail des aides pour déposer en ligne votre sollicitation, puisque vous pourrez candidater à 100% en ligne sur ce dispositif. Voilà pour ce premier dispositif qui est ouvert, comme vous avez pu le constater, à l'ensemble des structures touristiques, y compris les structures privées. Et je souhaitais également vous dire un petit mot ce matin très rapidement sur un autre dispositif. Je remercie Marilyn, merci, qui est plutôt ciblé vers les structures sportives, donc qui ne ciblent pas les structures commerciales, donc les bateaux à passagers, les bases nautiques privées, etc., ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif qui est porté par notre service des sports au niveau de la région, mais je souhaitais vous en parler puisque je sais que parmi vous figurent quelques centres nautiques à vocation plus sportive, où voilà, la région propose un soutien spécifique sur l'acquisition de matériel sportif pour des disciplines sportives, des fauteuils roulants, des équilèves, des vélos, des canoës adaptés, etc., des petits matériels pédagogiques et sportifs, avec un taux de subvention de 60% pour les clubs et de 30% pour les comités. Donc là encore, je vous invite à aller regarder tout cela sur la page web de notre site internet régional. Vous aurez tout le détail de ce dispositif qui, encore une fois, pour ce deuxième dispositif, ne cible que les structures sportives. Voilà pour cette présentation sur ces deux appels à projets. Je ne sais pas si ça suscite de votre part quelques questions. Est-ce que vous avez éventuellement une ou deux questions avant de passer à la suite du webinaire? N'hésitez pas à prendre la parole si vous en avez besoin. Non, a priori, pas de questions. Tout était clair. Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute et bonne matinée à vous. À bientôt. Merci Brendan. Nous allons continuer par la présentation d'une démarche qui a été lancée par la Ligue régionale de voile en fin 2022, une démarche RSE. Et j'ai souhaité que la Ligue régionale de voile puisse vous exposer un petit peu l'approche méthodologique qui nous a amené en fait récemment à engager une réflexion partenariale pour pouvoir mener à bien quelques actions prioritaires définies par les centres nautiques de la région Pays de la Loire. Donc, je ne sais pas si c'est Lisa ou Gwendal qui prend la parole en premier. Gwendal, je te laisse peut-être te présenter, puis ensuite, je commence la présentation. Parfait. Alors, je m'excuse, je ne pourrai pas brancher ma vidéo. La vidéo ne fonctionne pas. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, voilà, je suis vice-président de la Ligue des Pays de la Loire, la Ligue de voile des Pays de la Loire, en charge du développement et aussi directeur d'une structure nautique sur le pays de Saint-Gilles. Donc, je vais laisser Lisa un petit peu dérouler le fonctionnement et puis la genèse de la démarche RSE. Et puis, je me permettrai d'intervenir à la fin sur un petit peu la priorisation de notre démarche et de nos futures actions. Voilà, je laisse la place à Lisa et on essaie de nous écouter. Ça marche, merci. Alors, je me présente rapidement, Lisa Luce, je suis chargée de mission RSE au sein de la Ligue de la voile des Pays de la Loire. Je souhaitais tout d'abord vous partager la conclusion du rapport WWF France, qui a été réalisé en partenariat avec le ministère chargé des Sports et qui a mis en évidence l'impact alarmant du dérèglement climatique sur la pratique sportive, sur nos équipements, sur les sites de pratique. Avec l'augmentation des températures, dans un monde à plus 4 degrés, le dérèglement climatique pourrait menacer jusqu'à 131 clubs de voile sur les littoraux en France. Il y a une deuxième conclusion qu'on a pu découvrir, c'est que toujours dans un monde à plus 4 degrés, le dérèglement climatique pourrait faire perdre jusqu'à 2 mois d'activité sportive aux Français par an. Pourquoi ? Parce que le bon déroulement de certaines activités sportives dépend directement de conditions environnementales optimales. Voilà, avoir des plages accessibles, non polluées, des eaux non contaminées, des clubs de sport, des équipements sécurisés, tout simplement également des températures acceptables pour limiter les risques de coups de chaleur ou de noyade. Donc c'est ce constat vraiment très alarmant
qui est à l'origine d'un certain nombre d'initiatives voilà, qu'on voit émerger partout pour créer justement un futur plus désirable, plus sobre, plus soutenable pour tous. Et nous, au sein de la Ligue, on s'est dit qu'on avait notre part à jouer également. Et c'est pour ça que voilà, on s'est lancé dans ce projet RSE pour accélérer notre engagement. Je voulais également faire un petit rappel au sujet de la RSE. Donc, RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est une démarche, une grille de lecture pour conduire les entreprises, pour conduire les associations dans le monde de demain et pour demain. Donc, quand on parle RSE, on va bien sûr parler d'enjeux environnementaux. C'est d'ailleurs souvent à ça qu'on pense quand on pense RSE, mais la RSE, c'est plein d'autres choses. On va aussi venir questionner la qualité de vie au travail, la gouvernance de l'organisation, la gestion responsable de l'activité économique. On va également questionner l'attractivité locale, la lutte contre les discriminations et tout type de violence. Donc, les sujets sont très nombreux. Il y a une phrase qui résume bien ça au sujet de la RSE, c'est que le social, c'est un objectif, l'économie, c'est un moyen et l'environnement, c'est une condition. Donc, en RSE, l'objectif premier, c'est aller vers plus de performance, même si on n'envisage pas la performance qu'au sens économique du terme. Et justement, dans la slide suivante, j'ai listé un certain nombre de bénéfices de la RSE, qui a aussi conduit, bien sûr, la Ligue à rentrer dans cette démarche. Donc, très rapidement, pareil, s'il y a des questions plus tard, je voudrais bien y répondre, mais je vais simplement les lister. Les bénéfices de la RSE, c'est mieux gérer les risques, c'est améliorer sa marque employeur, c'est redonner du sens à l'association, c'est voilà, créer vraiment un projet club, un projet ligue, c'est anticiper la réglementation, c'est faire des économies, tout simplement, par exemple, lutter contre le gaspillage, c'est déjà une première chose. Innover, puisque vous allez le voir, là, on s'est lancé dans cette démarche RSE depuis octobre dernier et on a déjà eu plusieurs occasions de se retrouver entre clubs, de faire des ateliers où voilà, on écoute un peu les idées des autres et ça, c'est vraiment intéressant. Bénéfice aussi donc, pour attirer des sponsors, pour améliorer sa réputation, pour se différencier de ses concurrents et satisfaire les attentes des clients, donc là au sens large, des sportifs, des clubs. Bien sûr, tout dépend d'où on se place en tant que ligue ou en tant que club. On peut passer à la slide suivante. Donc, je voulais revenir sur les différentes étapes de notre démarche RSE. Donc, comme je vous le disais, ça a commencé en octobre 2022. D'abord, on a fait un diagnostic de maturité. Donc, on s'est demandé qu'est-ce qui était déjà fait. Est-ce qu'il y avait d'autres ligues qui s'étaient déjà lancées? La réponse était oui. Il y avait la Ligue Normandie qui s'était déjà bien lancée, avec qui on échange régulièrement. On est également rentré en échange avec le service RSE de la Fédération française de voile. On est aussi allé regarder ce que faisait World Sailing et également dans d'autres sports, qu'est-ce qui a été fait. Ensuite, on a fait une cartographie des parties prenantes, puisque dans une démarche RSE, l'idée, c'est pas de juste discuter à 3-4, mais c'est bien de s'ouvrir et d'aller échanger avec l'ensemble des parties prenantes. Et c'est ça qu'on a fait à partir de décembre 2022, donc fin décembre et début janvier. On a organisé 3 ateliers RSE. Un premier avec les professionnels de la Ligue, un deuxième avec les élus de la Ligue et un troisième avec les clubs à l'occasion du colloque développement régional. Et ces 3 ateliers nous ont permis d'aller justement questionner les besoins, les attentes terrain pour être le plus cohérent possible dans notre démarche RSE et pour ensuite pouvoir créer et imaginer, construire un plan d'action vraiment adapté aux besoins et global surtout. On est allé également plus loin que ça, puisque on est allé questionner une vingtaine de clubs via un questionnaire qu'on a envoyé pour également recueillir leur avis. Et tout ce travail-là nous a permis d'arriver à une priorisation des enjeux. Donc ça, c'est la fin de la deuxième phase. Cette priorisation des enjeux, je vais vous la montrer juste après, mais je termine sur ça. Mais on a listé du coup une dizaine d'objectifs vraiment jugés comme prioritaires.
Donc, c'est pas pour ça que les autres enjeux ne sont pas intéressants ou pas urgents à traiter. Mais en tout cas, ces 10 enjeux ont été vraiment mis en avant à travers les différents échanges qu'on a eus avec nos parties prenantes. Donc, je vais vous les montrer juste après. On a également commencé à partir de janvier à être suivi par un cabinet expert qui s'appelle IPAMA. C'est via comment on pourrait dire, c'est via l'appui conseil AFDAS. Donc c'est quelque chose que on a déclenché et demandé pour justement être accompagné, être aidé dans les prochaines étapes. Puisque là, on passe aux choses sérieuses, puisque là, on était vraiment dans une phase de diagnostic, de discussion. Et là, ça y est, on va construire notre plan d'action et mettre en œuvre les premières actions. Donc, ça va passer par la rédaction d'une politique RSE, par la définition d'un certain nombre d'objectifs chiffrés. Et lors de la phase de priorisation des enjeux, lors des ateliers, lors des questionnaires, on est allé demander au club s'il y avait des personnes qui étaient partantes pour nous rejoindre et pour faire vraiment un travail collectif de construction de plan d'action. Et c'est le cas. Donc, du coup, on va avoir un groupe de travail RSE avec une dizaine de personnes qui se sont portées volontaires pour discuter et pour faire grandir ce projet et vraiment apporter des solutions terrain vraiment adaptées. Donc, c'est ce qui nous attend dans les semaines et les mois à venir. Et donc, du coup, dernière slide, et ensuite, je vais donner la parole à Gwendal. Voilà, c'est la conclusion en fait, du travail des derniers mois, là, avec la priorisation des enjeux. Donc, en numéro 1, on a relations et conditions de vie au travail. Ensuite, on a des enjeux environnementaux, préservation de la biodiversité, préservation des ressources en eau, en énergie. Puis, on a promotion de l'égalité femmes-hommes, promotion de la place du bénévole. Donc, les enjeux 5 et 6 sont très proches. C'est lié à mettre en place une meilleure communication entre bénévoles et salariés. La numéro 7, c'est contribution à une société plus inclusive. Donc, c'est un enjeu qui comporte plein de sous-enjeux. Et ensuite, on a donc gestion des déchets, adaptation au réchauffement climatique qui est lié au rapport WWF dont je vous parlais en début de prise de parole. Et enfin, mobilité durable. Et Gwendal, je te laisse expliquer la suite. Oui, alors donc, merci Lisa pour cette explication. Alors, la Ligue de voile veut mettre en action assez rapidement un certain nombre de projets et on a dans ces priorisations un petit peu auprès de nos structures nautiques et quelques-unes voulu développer un petit peu plus d'actions et en l'occurrence sur un des premiers projets qui est la préservation des ressources en eau et en énergie, on va se mettre en route pour essayer de trouver des solutions sur la gestion de l'eau. Alors, ça va dans la diminution de notre… On est des gros consommateurs d'eau pour nos matériels nautiques, pour nos adhérents. Il faut qu'on diminue et qu'on utilise cette eau de la meilleure des façons. Il faut qu'on trouve des solutions de recyclage, etc. Il faut qu'on travaille sur les eaux grises, sur la réutilisation. Et ça, c'est des choses que l'on va mettre en place. Didier expliquera un petit peu plus les relations avec Solutions & Co vers lequel on se dirige. Et puis un deuxième axe de priorisation, même s'ils ne sont pas tous là, c'est sur la gestion des déchets, mais dans une idée de revalorisation des déchets en circuit court. Je m'explique, c'est l'idée d'utiliser dans le recyclage de nos bateaux ou dans la consommation d'achat sur nos bateaux, que l'on puisse avoir un retour rapide de la revalorisation de nos vieux engins ou de la remodernisation de ces engins ou d'une partie des appendices de nos différents bateaux. Donc voilà, ces actions vont être mises, on a échangé, on a eu un temps d'échange avec Didier, il en parlera un petit peu plus tout à l'heure, je pense, avec l'utilisation peut-être d'AMI. Donc voilà, ce sont deux projets très concrets que l'on va mettre en place et j'espère aboutir dans l'année sur 1 ou 2, 3, 4 structures qui feront boule de neige sur l'ensemble de notre réseau. Voilà, merci de votre écoute et puis si vous avez des questions, Lisa et moi, on est à votre disposition. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vais juste enchaîner peut-être pour pouvoir exposer les problématiques liées aux liens, aux partenariats que l'on pourrait mener, en tout cas avec la Ligue régionale de voile, dans le cadre des AMI. Comme le précisait
Monsieur Louvrier en introduction, Solutions Co a candidaté, a été retenu à 2 appels à massif d'intérêt à l'échelle nationale qui s'inscrivent dans le cadre du plan Destination France. Le premier a émis est lié à l'innovation. L'innovation, c'est pouvoir tester des solutions innovantes pour répondre à des problématiques de développement de filières. Et donc, on a candidaté avec 3 terrains d'expérimentation qui concernent le tourisme à vélo sur des problématiques de rapatriement de vélos et de personnes au point de départ pour des voyageurs à vélo en aller simple. On a candidaté sur une problématique tourisme d'affaires pour optimiser le parcours utilisateur des visiteurs, des exposants, pour pouvoir optimiser en tout cas les retombées économiques autour des événements portés par les centres des congrès. Et on a candidaté également avec la filière hôtellerie de plein air sur une problématique d'économie d'eau dans les campings pour pouvoir tester des solutions qui vont permettre justement d'économiser des gros volumes d'eau autour de la gestion des piscines. Et donc ça, c'était dans une première vague de candidatures. Et comme on est plateforme lauréate, on est en train d'étudier justement avec la Ligue régionale de voile de porter une candidature sur la deuxième vague d'appel à projet qui serait positionnée sur le deuxième trimestre de 2023, là, pour porter justement une problématique de trouver une solution innovante pour résoudre la problématique qu'évoquait Gwendal de gestion des déchets, de recyclabilité en tout cas des déchets portés par les centres nautiques. Donc ça, c'est la première action. Et puis la deuxième action, elle est en lien avec l'Académie e-tourisme. Donc Marilyn, si tu peux passer sur la suivante même. Elle est liée à l'Académie e-tourisme, qui est un programme de formation qui a été lancé il y a une dizaine d'années, hein, qui était plutôt positionné jusqu'à présent sur de la formation au digital, à la révolution numérique, à l'accompagnement des structures sur le numérique. Suite au dernier séminaire qui a eu lieu en 2022, cette académie s'est ouverte à des thématiques comme le tourisme durable. Il y a eu déjà des actions de sensibilisation et de formation au tourisme durable. Donc ça, c'est une évolution de l'Académie Tourisme. Et on a souhaité, slide suivante, on a souhaité adosser à l'Académie Tourisme, dans le cadre d'une candidature à l'AMI Transformation durable de l'économie touristique, un module de post-formation, de coaching de projets personnalisés. Le constat était fait, en tout cas souvent après les formations, les professionnels rentrés dans les structures avaient du mal à mettre en œuvre les projets. Et là, on va organiser en fait 5 formations filières sur des thématiques durables qui seront définies avec les acteurs de la filière. Donc les filières concernées sont la filière hôtellerie de plein air. On travaille en ce moment avec l'UNAT sur tout ce qui est hébergement et centres de vacances, avec la filière patrimoine, la filière agritourisme et bien sûr la filière nautisme. Et quand on parle de nautisme, c'est maritime et fluvial, hein. Et donc là, dans ce cadre-là, on va mettre en place, on est en train de mettre en place, en lien avec la Ligue, une formation. Alors, le format sera adapté aux besoins de la Ligue et des acteurs. Ce sera peut-être un webinaire ou peut-être un atelier pratico-pratique dans un centre nautique, mais sur la thématique justement prioritaire présentée dans le cadre de la démarche RSE de préservation de l'eau, donc de voir de quelle manière les centres nautiques ou les acteurs ou les structures nautiques pourraient faire des économies d'eau dans leur structure. Donc une formation qui serait suivie d'un accompagnement d'une structure un peu pilote, exemplaire, qui serait déjà engagée en tout cas sur cette problématique d'économie d'eau, que l'on pourrait accompagner en coaching à la concrétisation de mise en place d'actions très concrètes et qui servirait un peu d'exemplarité pour permettre de dupliquer ou de permettre aux autres structures de se nourrir de cette expérience pilote pour pouvoir déployer dans leur structure des actions similaires. Donc ça, c'est des projets qui vont avoir lieu. On est en train de le préparer. La formation serait mise en place, la formation, le webinaire ou l'atelier pratique se mettra en place en octobre-novembre et serait suivi d'un coaching d'une structure qui pourrait se faire jusqu'à mars 2024 et ça permet de bénéficier en tout cas de l'appui de cet appel à mission d'intérêt dans le cadre de cette démarche-là. Donc ce sont 2 actions que l'on mène à l'heure actuelle qui visent à accompagner en tout cas l'éco-responsabilité dans les structures nautiques. Donc je ne sais pas s'il y a quelques questions sur ces 2 temps démarche RSE et action partenariale, innovation et formation sur le durable. Est-ce qu'il y a éventuellement
n'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole s'il y a des questionnements ou des compléments d'information. Si tout est clair, ben, on va enchaîner dans ce cas-là. Pour finir, on a souhaité faire un point d'actualité sur, pour vous présenter en tout cas les nouveaux axes de communication de la politique de promotion touristique régionale sur le marché France. Donc, Annabelle, je crois que tu es en ligne. Annabelle, donc, qui est une collègue au service communication chez Solutions & Co, va vous présenter un petit peu les grandes orientations, en tout cas, de la communication à venir. Bonjour à tous. On t'entend bien, Vous Annabelle. m'entendez, C'est c'est bon? Ouais, c'est parfait. Marilyn, je te laisse aller sur la slide suivante. Donc, comme disait Franck Louvrier, cette année, nous avons fait le choix de travailler sur tout ce qui est communication en lien avec le tourisme expérientiel. Donc, c'est très dans les tendances actuelles et notamment, cela vient en réponse aux attentes de nos clients. L'idée, c'est que les touristes souhaitent vivre des expériences plutôt que de consommer. C'est l'idée aussi de vraiment valoriser un ensemble d'activités différentes à vivre sur le temps de son séjour en Pays de la Loire. On vit également un tournant dans la communication, c'est qu'on communique davantage sur des contenus toute l'année et moins sur les ailes de saison. Donc ça vient également avec ce que vous disiez sur le fait d'avoir une communication plus responsable et une consommation plus responsable aussi du tourisme. On vous a mis en exemple d'application ici un document print que nous allons diffuser cette année auprès de nos offices de tourisme et aussi auprès des grands événements de l'année, où on met en application ce que je disais, on valorise un certain nombre de séjours packagés, on inspire des séjours et des activités à vivre sur le territoire qui sont multi-activités. Je laisse passer sur la slide suivante. Merci Marilyn. On aura également cette année une campagne de communication digitale que vous pourrez voir à partir d'une dizaine de jours, donc principalement sur tout ce qui est réseaux sociaux, qui va venir faire remonter les offres de notre territoire et notamment les offres nautiques. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de continuer de mettre à jour vos offres via IRESA. Donc on aura également ce type de communication qui va venir aussi s'appliquer à l'automne et cet hiver, mais on valorisera des expériences à vivre en fonction des saisons. On aura aussi des campagnes éditoriales qui vont venir répondre aux attentes de nos clients, notamment des partenariats qui vont valoriser des expériences à vivre à l'extérieur, notamment avec par exemple Chiloé ou Outdoor Active qui est plus connu sur les activités un petit peu rando, vélo et aussi canoë. Marilyn, je te laisse passer à la slide suivante. On a également un dossier de presse en lien avec l'expérience touristique à vivre en Pays de la Loire. Donc, c'est un dossier de presse qui a été diffusé auprès de la presse nationale et quotidienne régionale en début d'année. Et nous communiquons tous les mois avec la presse pour venir proposer, suggérer des expériences à vivre en Pays de la Loire. Mais que ce soit des week-ends, des courts séjours ou des longs séjours, on vient vraiment proposer, inspirer du voyage en Pays de la Loire. On a toute l'année également des accueils de journalistes spécialisés et des influenceurs qui seront aussi présents cette année. Les projets pour cette fin d'année, c'est ce qu'évoquait Franck Louvrier, c'est le renouvellement d'un positionnement touristique. L'idée, c'est de venir inspirer en fait une identité à nos séjours touristiques. C'est pour ça aussi qu'on enclenche un travail de refonte de notre site web qui sera en 2 langues à partir de l'année prochaine, donc en anglais.
d'activité touristique et qui sera bien sûr en lien aussi avec la notion de tourisme responsable et durable. Voilà pour les gros projets de communication cette année. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais si vous avez des questions, je peux y répondre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce volet promotion communication? Pas de questionnement. J'invite éventuellement dans ce cas-là Didier Baron à conclure. Ouais, merci Didier. Le timing a été parfaitement respecté, donc je ne vais pas être très très long. Juste remercier tous les intervenants, parce qu'il y a eu des informations assez diverses mais assez riches qui vous ont été partagées. Le PowerPoint vous sera transmis bien évidemment. L'idée, c'était de vous donner une information sur tous les dispositifs qui peuvent accompagner, accélérer vos projets et d'avoir toutes les portes d'entrée hein, pour que vous puissiez les activer efficacement si vous le souhaitez et puis les étudier plus précisément si vous le souhaitez. S'agissant de la communication, et merci à Annabelle pour ce petit point, on aura une communication, comme vous l'avez compris, qui sera plus expérientielle. Donc, l'idée, c'est de croiser toutes les offres possibles en Pays de la Loire. On aura bien évidemment une valorisation forte parce que c'est inscrit dans notre feuille de route, dans notre schéma régional, une valorisation du nautisme et des pratiques nautiques en région. Donc, n'hésitez pas à mettre à jour toutes vos fiches sur Esprit, notamment Vogue et Vague, parce qu'on les mettra en avant dans le cadre d'expériences un peu plus larges. L'idée, c'est de combiner du nautisme et du vélo, de l'agritourisme, de l'œnotourisme, de montrer toutes les offres possibles et travailler même sur des itinéraires avec des suggestions d'expériences pour vivre pleinement son séjour en région. Ou pour butiner aussi quand on est ligérien. Et donc la communication, une communication nationale, internationale, même si c'est quelquefois moins vos cibles, et ligérienne. Et notamment dans le cadre du magazine Région, il y a toujours une part assez belle aux activités touristiques et loisirs qui sont proposés dans le cadre du magazine régional qui est largement diffusé à tous les Ligériens. Voilà, donc on vous enverra tous ces éléments. Donc toute l'équipe de Solutions Co, que je remercie pour la préparation du webinaire, reste à votre dispo pour vous aiguiller vers vos bons interlocuteurs en fonction de vos projets. Et puis on se tournera rapidement vers 2024. Parce qu'on avait un temps fort il y a 4 ans, c'était le Vendée Globe, et on essaiera d'avoir un temps fort aussi autour du Vendée Globe pour promouvoir assez largement. Il y a une synergie assez évidente. Toutes les activités nautiques, pour tous ceux qui visiteront le village, on essaiera de retravailler un temps fort comme on avait pu le faire il y a 4 ans. Didier s'en chargera. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, interventions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne saison. Il y a une météo assez favorable aujourd'hui et qui commence à inviter à la pratique nautique. Donc, une très bonne saison à toutes et tous, et puis une bonne journée, une bonne semaine. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Merci, bonne au journée. revoir. Au revoir. Eh bien, merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.
Merci, bonne journée à vous. Au plaisir. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Salut Annabelle. Salut, Merci. Annabelle. Merci. J'arrête.